Bien, merci beaucoup. Merci aussi pour avoir positionné votre intervention en résonance et en discussion avec les propos antérieurs, ce qui nourrira, je pense, la suite des échanges. Alors, je vais passer maintenant la parole à Luca D'Ambrosio. Luca D'Ambrosio est docteur en droit privé, sciences criminelles à l'Université Paris 1 et Naples 2, chercheur associé au Collège de France et chargé de cours à Paris-Nanterre, à l'Université Paris-Nanterre et Paris 1. Luca a travaillé sur la justice pénale européenne et internationale, et ses travaux plus récents portent sur la responsabilité des entreprises en matière sociale, environnementale et climatique. Et la question donc, que vous posez dans votre intervention aujourd'hui est celle-ci: comment repenser la responsabilité à l'âge de l'Anthropocène? Luca. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'est dans l'autre sens. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir convié à ce colloque. Lorsqu'il m'a été proposé de vous livrer quelques réflexions de juriste sur la responsabilité, j'ai tout de suite proposé le prisme de l'Anthropocène. Celui-ci est en effet l'un des domaines de recherche où se côtoient et se confrontent les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales, mais aussi où se confrontent des vieilles et de nouvelles représentations du monde qui conditionnent l'organisation institutionnelle et normative de la société, à laquelle organisation le droit participe. Nous savons très bien que la notion d'Anthropocène a été proposée au tournant des années 2000 par le chimiste Paul Crutzen afin de désigner une nouvelle époque géologique où l'humanité serait devenue, du fait de l'industrialisation, une force géophysique capable d'altérer rien que la biosphère. Nous savons également que la notion d'Anthropocène ne fait pas seulement débat au sein des sciences naturelles, elle n'a pas été encore adoptée par l'Union internationale des sciences géologiques, mais qu'elle fait aussi débat au sein des sciences humaines et sociales, qui sont divisées par deux récits opposés. D'une part, le récit du bon Anthropocène, selon lequel la déstabilisation actuelle de la biosphère ne serait qu'une occasion pour l'homme d'en reprendre le contrôle, d'en réparer par le biais de la technique les dysfonctionnements. Et d'autre part, le récit catastrophiste. Nous serions rentrés dans un temps fait de causalité non linéaire, de boucles de rétroaction et de points singuliers qui provoquent l'effondrement, à la fois lent et brutal, des systèmes naturels ainsi que des systèmes sociaux et institutionnels qui les régissent. Si je m'autorise cette prémisse sur les différents récits de l'Anthropocène, c'est parce que, face à une telle notion, l'analyse juridique pourrait elle aussi se voir polarisée autour de deux approches opposées. D'une part, une approche que l'on pourrait qualifier d'idéaliste, qui verrait dans le droit l'épée dont il faudrait s'armer pour sauver la planète, et d'autre part, une approche réaliste qui verrait au contraire dans le droit un bouclier pour protéger les rapports de force et de domination qui ont soutenu et accompagné l'Anthropocène. Dans une telle perspective, même les deux principales branches du droit qui se sont détachées du champ de la responsabilité au cours du XIXe et du XXe siècle, le droit social et le droit de l'environnement, ne serviraient qu'à rendre socialement acceptable le sacrifice humain et écologique dont se nourrit le capitalisme productiviste et fossiliste. Pour l'antagoniste que soit, ces deux récits, ces deux approches sont associées. Ou du moins, je ferai l'effort de les associer dans ma réflexion sur la responsabilité juridique. L'Anthropocène conjugue en effet la profondeur historique de l'industrialisme avec la dispersion spatiale et temporelle de ses effets néfastes. Elle constitue ainsi pour le juriste un appel très fort à déployer une analyse sur les conditions, à la fois institutionnelles et techniques, qui pourraient permettre au droit de la responsabilité d'exercer, dans le processus de changements sociaux et bouleversements écosystémiques qui se déploient à l'échelle globale, sa fonction d'arbitrage et de médiation entre les différents champs en conflit. À cette fin, je déploierai mon analyse autour de deux principaux acteurs responsables de l'altération de l'équilibre écosystémique de la Terre,
ainsi que de sa protection, les États et les entreprises transnationales. À chaque fois, j'analyserai tant la dimension préventive, la dimension soin ou substantielle, pour reprendre la formule jonassienne de la responsabilité, tant la dimension plus classique, rétrospective, de l'imputation des conséquences dommageables à celui qui a mis en œuvre les actes, les agissements qui en sont à l'origine. Donc, pour venir à la question de la responsabilité des États, lorsque l'on pense à des questions globales comme la dégradation des conditions écosystémiques et sociales de la planète, la première intuition, le premier réflexe, c'est de penser à l'action de la communauté internationale constituée par les États et organisée autour des Nations Unies et des agences spécialisées. Eh bien, on ne se tromperait pas, car le droit international compte déjà des centaines de textes, aussi bien pour préserver les éléments de la biosphère, les sols, les eaux continentales, les océans, l'atmosphère, la biodiversité et le climat, que pour encadrer, voire interdire certaines activités néfastes. Le droit international de l'environnement est un droit relativement jeune, il a commencé à se former autour des années 70, mais assez riche. Guidé par les résultats de la recherche scientifique et par les principes de prévention et de précaution, certains de ces textes ont permis de s'attaquer directement à la source des problèmes et d'obtenir des résultats importants. C'est le cas, par exemple, de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal de 1987. Ce texte a conduit à l'interdiction des gaz CFC et permis de stabiliser la perte de la couche d'ozone et, selon certaines études récentes, même de permettre la résorption sous les latitudes moyennes de l'hémisphère nord. C'est également le cas du rejet de certains produits chimiques particulièrement dangereux pour les écosystèmes et la santé humaine, qui ont été bannis par la Convention de Stockholm de 1997 sur les polluants organiques persistants. Mais, et en droit il y a souvent un mais, le protocole de Montréal et la Convention de Stockholm ne sont que des exceptions, car dans la plupart des cas, les États ne s'arrivent pas à s'accorder à l'échelle internationale que sur un simple encadrement de certaines activités nuisibles pour l'environnement. Un exemple topique, c'est celui du mouvement de la réglementation du mouvement transfrontalier des déchets toxiques vers les pays du sud du monde. Alors que la Convention de Bâle, qui régule ces activités, limitait l'interdiction à l'Antarctique, elle n'exigeait qu'une procédure de notification et de consentement préalable pour tous les autres pays. Sous la pression des ONG, la Convention a été ensuite modifiée et l'interdiction généralisée. Mais elle n'est toujours pas en vigueur, faute de ratification de la majorité des États parties. L'exemple de la Convention de Bâle permet de relever ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du droit international de l'environnement. Sauf quelques exceptions, dans des domaines spécifiques, ce droit ne peut pas prévoir des obligations qui soient à la fois universelles et contraignantes. Ce paradoxe atteint son paroxysme en matière climatique. L'approche de Kyoto était certes contraignante, mais l'accord n'était pas universel, dans la mesure où il engage uniquement certains pays du Nord. L'accord de Paris est quant à lui universel, mais il laisse libre les États de déterminer leurs engagements pour rester en dessous de l'objectif commun de plus de degrés. On peut dire après le retrait des États-Unis qu'il était universel. Mais l'accord de Paris est très intéressant car il marque aussi une nouvelle tendance de gestion des problèmes globaux qui n'est pas propre à l'arène climatique, celle d'une gouvernance souple, d'une gouvernance incantatoire, pour reprendre l'expression du sociologue Stéphane Eckert, qui combine la définition commune d'objectifs et une mise en œuvre décentralisée, volontaire et managériale de la part des États.
Une telle évolution se lit comme le signe d'une mutation institutionnelle et normative qui marque à la fois l'incapacité des organisations internationales d'imposer des obligations contraignantes et le refus des États de déléguer aux instances supranationales des compétences dans des domaines stratégiques. Donc la question est de savoir si dans un tel contexte, est-il possible d'engager la responsabilité des États? Eh bien, il y a seulement quelques années, la réponse aurait été tendanciellement négative. Aujourd'hui, je me sens de dire qu'elle est décidément positive. Il est désormais possible d'engager la responsabilité des États pour le non-respect de leur engagement international en matière environnementale et climatique, à condition toutefois de changer de niveau et de passer de l'échelle internationale à l'échelle nationale. La voie a été ouverte assez récemment par un tribunal national de La Haye aux Pays-Bas qui a jugé en juin 2015 l'État néerlandais responsable pour les carences de sa législation en matière climatique. Le tribunal estime que les efforts déployés par les Pays-Bas sont insuffisants au regard des calculs du GIEC pour contenir le réchauffement planétaire en deçà des 2 degrés. Et que ces efforts insuffisants constituent dès lors une violation de l'obligation de protection des citoyens, duty of care, que la Constitution néerlandaise pose à la charge de l'État. En septembre 2015, ça a été le tour d'un tribunal pakistanais qui a ordonné aux États fédéraux et nationaux de mettre en œuvre un plan plus ambitieux en matière de réduction d'émissions et d'adaptation de gaz à effet de serre, avec le droit, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation compatible avec le droit à la vie et à la dignité humaine protégée par la Constitution pakistanaise. Le tribunal a aussi nommé une commission nationale pour évaluer les mesures adoptées par le gouvernement. Ce qui est très intéressant de ces décisions, c'est qu'elles reposent directement sur les évidences scientifiques formulées par le GIEC, avant même qu'elles soient intégrées par la communauté internationale dans l'accord de Paris. Et cela a permis d'utiliser ces mêmes évidences aussi dans une action contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Et c'est une action très intéressante parce qu'elle demande au gouvernement fédéral de répondre des conséquences de son retrait de l'accord de Paris vis-à-vis des générations présentes et des générations futures. Malgré les multiples tentatives de l'administration Trump de bloquer la procédure, les juges américains ont déclaré la demande admissible et le procès commencera fin octobre. Mais ce mouvement de justice nationale s'élargit désormais au-delà du climat, comme en témoigne un autre jugement jugé à son tour historique et rendu en avril 2018 par la Cour suprême de la Colombie. Les juges ont en effet ordonné au gouvernement de mettre fin à la déforestation massive du pays, lui rappelant le devoir constitutionnel qui incombe à l'État de protéger la nature et le climat au nom, encore une fois, des générations présentes et des générations futures. On peut donc conclure cette première partie en affirmant que dans le contexte actuel d'urgence écologique, l'arme la plus aiguisée pour engager la responsabilité des États est sans doute celle de la justiciabilité des obligations de protection prévues par le droit constitutionnel. Donc, la justiciabilité des obligations prévues par le droit national. Et si elle est inédite, cette arme n'exige pourtant d'inventer de nouveaux droits. Il s'appuie en effet sur une interprétation progressiste, promue par ailleurs aussi par les cours régionales de protection des droits de l'homme, des obligations de protection de la vie, de la santé et de l'environnement prévues par les constitutions nationales. Pour déclencher de telles actions, l'alliance entre la société civile et la communauté scientifique s'est révélée fondamentale. L'issue peut être effectivement révolutionnaire, comme en témoigne le plan extrêmement ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre que les Pays-Bas ont adopté après leur condamnation. Mais la question est de savoir si une telle alliance pourrait produire les mêmes effets aussi dans le domaine de la responsabilité des entreprises transnationales.
Quand il s'agit d'afficher leurs engagements face à l'avenir de la société et de l'humanité, force est de reconnaître que les entreprises transnationales, que j'appellerais ETN pour rapidité, font preuve de volontarisme. En matière climatique, la responsabilité des entreprises est désormais inscrite au frontispice de l'accord de Paris. Tous les acteurs, étatiques et non étatiques, doivent s'engager, je cite, dans une action climatique plus forte et plus ambitieuse. Et dans le domaine du climat, il faut effectivement reconnaître que certaines entreprises sont en train de suivre à la lettre un tel engagement et qu'elles sont en train de prendre même les devants sur les actions climatiques mises en œuvre par les États. En matière de fixation du prix de carbone, par exemple, 1300 grandes entreprises, y compris une centaine des plus grandes firmes du monde, ont fixé un prix interne du carbone entre 25 et 30 $ la tonne de CO2, qui est certes encore insuffisant pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, mais qui est bien plus robuste que la valeur moyenne du prix de carbone qui émerge des dispositifs institutionnels qui sont mis en œuvre par les États. Taxes ou mécanismes d'échange à l'échelle régionale. Les États, quant à eux, utilisent les outils issus de la responsabilité sociale des entreprises comme des leviers pour orienter les actions des entreprises. Depuis 2017, les grandes entreprises européennes doivent intégrer à leur bilan un reporting extra-financier indiquant les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, etc. Et depuis 2016, les grandes transnationales françaises ont un devoir de vigilance sur la violation des régulations sociales, environnementales et des droits de l'homme au sein de leur chaîne d'approvisionnement globale. C'est-à-dire qu'elles doivent vigiler, elles doivent prévenir les violations des droits de l'homme, des droits sociaux et environnementaux qui peuvent être réalisés par leurs fournisseurs et leurs filiales partout dans le monde. C'est un dispositif très intéressant car il permet d'adapter la structure de la responsabilité à la dimension transnationale et déterritorialisée des transnationales. Par ailleurs, une telle obligation pourrait un jour devenir générale et universelle, si jamais les négociations qui se mènent actuellement au sein des Nations Unies pour l'adoption d'un traité contraignant sur la responsabilité des entreprises transnationales aboutissent. Donc, on ne peut que... c'est un cadre vraiment très rapide que je vous donne, mais ces éléments nous permettent de saluer ces évolutions et d'espérer qu'elles puissent révéler toute leur efficacité, eu égard les impacts futurs que les activités industrielles ont sur le système naturel et les espèces qui les habitent. On le souhaite tous, j'imagine. Mais cet espoir ne doit pour autant offusquer la question de savoir si les entreprises transnationales doivent répondre des dommages ou des risques de dommages auxquels l'humanité est déjà, à différentes échelles bien évidemment, exposée. Certes, l'Anthropocène, pour sa plus grande part, est encore à venir. Mais son récit se dit aussi au passé. Et ces premières manifestations s'imposent déjà de manière sélective et brutale dans le présent. Comme le soulignent les historiens de l'environnement Gerard Markowitz et David Rosner dans un très beau texte qui accompagne la série Contamination récemment publiée par Le Monde, les zones que les hommes ont déjà contaminées dans le monde réel, ne seraient que le prélude d'une planète sans vie. Les entreprises devraient-elles donc répondre d'un tel prélude? Pour répondre à cette question, on devrait peut-être attendre que des infractions appropriées, comme celle d'écocide, par exemple, soient introduites dans les ordres juridiques internationaux et nationaux, et qu'un tribunal, une cour internationale, puisse effectivement exercer son juridiction sur les transnationales. Mais en attendant ces réformes, ce sont à nouveau les juges nationaux qui ont la tâche d'apprécier s'il est possible d'imputer aux transnationales les dégâts qui sont restés très souvent dans l'ombre du passé, mais qui affligent désormais notre présent.
La question n'est certainement pas nouvelle et je pense que dans cette salle, la question est connue par beaucoup parmi vous, qui connaissez sans aucun doute les batailles juridiques qui ont été conduites en Occident à partir des années 90 pour la reconnaissance du caractère professionnel des maladies cancéreuses contractées par les ouvriers exposés aux substances toxiques. Angiosarcome du foie causé par l'exposition au chlorure de vinyle-monomère, élément constitutif du PVC, mésothéliome et cancer du poumon causé par l'inhalation du peroxyde d'amiante, leucémie, etc. Les réponses ont été variées d'un ordre juridique à l'autre, mais sauf quelques rares exceptions, l'imputation des dommages aux dirigeants des grandes entreprises a échoué. Les États ont au mieux établi des fonds d'indemnisation permettant la socialisation des réparations et la normalisation des sacrifices humains et écologiques. Aujourd'hui, de nouveaux chantiers s'ouvrent. Un premier chantier qui s'ouvre est celui de l'imputation des dommages sanitaires engendrés par l'exposition des agriculteurs à des populations aux pesticides. Dans ces domaines, des premières condamnations ont été prononcées par les tribunaux français, mais c'est sans aucun doute la condamnation spectaculaire de Monsanto par un tribunal américain de août dernier de verser 289 millions de dollars à un paysan atteint par un cancer du système lymphatique qui ouvrira une nouvelle page dans ce domaine. Un autre chantier est celui de l'imputation des dommages et des risques donc l'imputation des dommages et des risques de dommages engendrés par le changement climatique. Dans ce domaine, les actions se multiplient également de deux côtés de l'Atlantique. Tandis que des villes américaines ont assigné en justice les grandes majors du pétrole pour leur demander de prendre en charge le coût des mesures d'adaptation nécessaires à protéger leur population de la montée des océans, un paysan péruvien a assigné en justice l'entreprise allemande RWE. Appuyé par une ONG, ce David du XXIe siècle réclame du géant de l'électricité carbonée une participation aux frais nécessaires pour la protection de sa maison des risques dérivant de la fonte des glaciers des Andes. Alors que le tribunal avait déclaré l'action inadmissible, la Cour d'appel de Hamm a accepté d'examiner la demande au fond. Ce qui est très intéressant de ces affaires, c'est qu'on demande une participation aux entreprises transnationales, une participation proportionnelle à leur contribution historique au stock de gaz à effet de serre qui est contenu dans l'atmosphère. Et là, il y a une grosse question scientifique que les juges devront trancher. En effet, ces nouvelles actions, ce nouveau chantier renouvellent la question de l'appréhension juridique de la connaissance scientifique et de la compatibilité entre la causalité juridique et la causalité probabiliste. Mais une telle question, qui relève de la latence et de la complexité nomologique des enchaînements causaux des dommages sanitaires et environnementaux, se complète, conjugue à celle de la dispersion spatiale de tels dommages et des actions qui en sont à l'origine. Dans un système Terre interconnecté et interdépendant, les effets dommageables de l'agir humain ne sont plus cantonnés ni à un territoire ni à un système naturel. Dans un tel contexte, donc ils sont voués à se éparpiller dans le globe entier. Et donc, dans un tel contexte de complexité épistémologique et de dispersion spatiale, il est légitime de douter que l'alliance entre société civile et communauté scientifique ne puisse elle seule permettre de faire bouger les lignes de la responsabilité et de permettre l'imputation des dommages aux entreprises transnationales. En même temps, et je vais terminer, la force de la responsabilité est la plasticité de ces éléments constitutifs. La faute, la causalité, le dommage sont des catégories plastiques qui peuvent et doivent être adaptées au contexte de complexité épistémologique, de dispersion spatiale et de projection transgénérationnelle que l'Anthropocène décrit. Il y a là donc
un chantier sur lequel juristes, scientifiques, citoyens et juges jurisprudents devraient se retrouver afin même d'épingler, de pousser le législateur à intervenir et, entre-temps, à essayer d'éviter que le droit de la responsabilité ne soit utilisé cette fois et encore une fois comme un bouclier pour les plus forts. Car, et je vais vraiment conclure sur ce point, à l'instar de la prudence que dans sa représentation allégorique est munie d'un compas et d'un miroir, la responsabilité ne saurait apporter la mesure nécessaire à garantir l'avenir de l'humanité sans se tourner aussi vers la connaissance de son passé. Je vous remercie.